Thank you, Madame Vice President. Madame la Vice-Présidente du Conseil, Excellences, Mesdames, Messieurs, je me réjouis de présenter cette update orale sur la situation des droits de l'homme en République centrafricaine depuis le dialogue de haut niveau qui s'est tenu ici au Conseil le 28 mars dernier. 10 ans après la mise en place de la MINUSCA et 5 ans après l'accord de paix, la RCA est à la croisée des chemins. C'est le moment d'accentuation des services d'appui technique pour renforcer les institutions et les mécanismes nationaux et œuvrer pour une gouvernance politique fondée sur les droits de l'homme. Le gouvernement devrait davantage faire la preuve de sa lutte contre la corruption et les efforts visant l'assainissement des finances publiques et l'augmentation des recettes fiscales pour financer les programmes de la justice transitionnelle. Quant aux institutions financières internationales, elles devraient davantage s'orienter dans une logique de convergence des actions afin d'aider la RCA à construire et à réhabiliter des infrastructures scolaires, sanitaires, routières, culturelles, artistiques, judiciaires, policières et pénitentiaires. Madame la Vice-Présidente, les violations des droits de l'homme n'ont point cessé en RCA. Elles ont certes diminué, mais les groupes armés, les forces de défense et de sécurité ainsi que les forces bilatérales continuent de commettre des violations des droits de l'homme. Aujourd'hui, il urge que les autorités centrafricaines mettent tout en œuvre pour la restauration, l'extension et la consolidation de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. Pour y parvenir, 10 défis doivent être relevés. D'abord, la gouvernance politique. Le contexte politique appelle à une forte mobilisation plutôt qu'à la division des acteurs. La mise en œuvre des recommandations du dialogue républicain est porteuse de décrispation du climat politique, mais elle tarde à se réaliser. Compte tenu des enjeux des échéances électorales de fin 2024 et début 2025, un dialogue de confiance s'impose. La participation de tous, y compris les partis de l'opposition, n'est pas une option. Le 14 juin 2024, le Bloc républicain pour la défense de la Constitution a réitéré son refus de participer aux élections locales d'octobre 2024, invoquant des obstacles que j'estime surmontables dans le cadre d'un dialogue de confiance entre l'exécutif, l'opposition, l'Agence nationale des élections et la société civile. J'appelle donc les autorités centrafricaines à activer, conformément à l'engagement pris par le chef de l'État lors de son allocution du 31 décembre 2023, les canaux d'un dialogue de confiance et je réitère mon exhortation à l'endroit de l'opposition à renoncer à la politique de la chaise vide. La libération de l'honorable député Dominique Ephraim Yandoka, président de la commission Production, ressources naturelles et environnement à l'Assemblée nationale, incarcéré depuis le 15 décembre 2023, serait un signal politique d'apaisement. Deuxièmement, en termes de défis, le processus de DDRR. L'efficacité relative de la feuille de route de Luanda ne permet pas de procéder à un consensus visant à poursuivre la démobilisation, le désarmement et la dissolution des groupes armés encore actifs de la CPC, la coalition des patriotes pour le changement. Depuis le bilan dressé par le chef de l'État lors de son adresse du 31 décembre 2023, le processus de DDRR est au ralenti. La réintégration des soldats démobilisés à travers des programmes économiques devrait veiller à un accompagnement dans la durée pour une réinsertion durable dans un effort concerté avec les mécanismes communautaires de l'accord de paix, tels que les comités de mise en œuvre préfectoraux et les comités locaux de paix et de réconciliation. Je voudrais saluer ici le leadership de la MINUSCA sur le terrain du DDRR. Troisième défi, la mise en œuvre de l'accord de paix et la feuille de route de Luanda. Le bilan de 5 ans de l'accord est globalement encourageant. Toutefois, les défis importants restent à affronter tels que la dissolution des groupes armés, la réintégration militaire ou économique des ex-combattants, la lutte contre l'impunité, la construction de la démocratie à la base, la démocratie locale, ainsi que tout le processus de réconciliation, l'édification des garanties de non-répétition. Quatrième défi, le renforcement du secteur de la sécurité. La situation sécuritaire s'est améliorée grâce aux efforts des autorités centrafricaines appuyées par les forces bilatérales et les forces de la MINUSCA. Le 13 mars, la formation de 500 élèves gendarmes à l'école de la gendarmerie nationale est un pas encourageant. Le 26 juin, la nouvelle politique de défense nationale en cours de finalisation a été présentée. Il faut relever que certaines zones, notamment minières et frontalières, continuent de subir des attaques des groupes armés de la CPC et des groupes armés non identifiés. Certaines entreprises, notamment minières, continuent de jouer un rôle trouble dans le contexte conflictuel actuel.
Après le groupe Castel et sa filiale, la sucrerie africaine de Centrafrique, sur lesquelles pèsent des allégations de collusion avec le groupe armé UPC, l'entreprise chinoise Dakin Sarl, exploitant la mine d'or et de diamants à Mingala, dans la Basse-Koto, a fait l'objet le 7 juin 2024 d'un arrêté du ministre des Mines et de la Géologie portant suspension de ses opérations pour coopération avec des groupes armés, exploitation illégale, introduction illégale de sujets étrangers dans les zones minières et non-paiement de taxes et d'absence de rapport d'activité. J'appelle l'inspection générale des mines à dresser une cartographie actualisée des entreprises minières, à procéder à leur inspection périodique et à mettre les résultats de ces investigations à la disposition de l'Assemblée nationale et de la haute autorité de la bonne gouvernance. La gestion des frontières revêt une importance fondamentale et nécessite des actions concrètes des États de la sous-région. La mise en œuvre des engagements au titre des commissions mixtes doit devenir une priorité pour mieux adresser les enjeux de la transhumance, la détermination des couloirs dédiés à la transhumance et la sensibilisation des éleveurs et des agriculteurs. Les 26 et 27 juin, la commission mixte RCA Cameroun a tenu sa 6e session. En outre, le 17 avril 2024, la première réunion de la Commission nationale en charge de la gestion des frontières a présenté son plan de gestion des espaces frontaliers. Le 17 mai, l'OIM a remis au ministère de l'Intérieur en charge de la sécurité publique un bâtiment pour le commissariat spécial de Béleko à la frontière avec le Cameroun. Le renforcement de la sécurité des frontières doit viser le combat contre les menaces transfrontalières, notamment les trafics d'armes, l'utilisation des territoires voisins comme base arrière par des groupes armés pour leur approvisionnement et leur entraînement, ainsi que les mouvements de marchandises illicites et l'extrémisme. En dehors de la terreur orchestrée par les groupes armés, la population est aussi victime de l'insécurité quotidienne, telles que les vols, les braquages, les violences communautaires, y compris dans les régions épargnées par le conflit. Il urge donc que les autorités procèdent à la reconstruction des infrastructures dédiées à la sécurité, au renforcement des patrouilles afin d'œuvrer à la réduction de la violence communautaire. 5e défi, le renforcement de la réforme de la justice. La circulaire du 7 mai 2024 relative aux instructions générales de la politique pénale s'appuie sur le code pénal et le code de procédure pénale pour prescrire des orientations pratiques à décliner au niveau local par les acteurs de la justice. J'appelle donc à une évaluation périodique des instructions données pour s'assurer de leur mise en œuvre. Toujours dans le cadre de la réforme du secteur de la justice, avec l'appui de International Rescue Committee et de l'USAID, le gouvernement centrafricain a développé en mai 2024 un manuel de formation standard pour les magistrats et acteurs de la justice sur les violences sexuelles et basées sur le genre, ouvrant la voie à une réforme des dispositions juridiques inadaptées dans le code pénal et le code de procédure pénale. En juin, 60 magistrats et acteurs de la justice ont été formés sur la base du dit manuel. Ces activités s'intègrent dans le cadre des efforts du comité stratégique pour lutter contre les violences basées sur le genre liées au conflit et son plan d'action biannuel. Par ailleurs, la MINUSCA continue d'appuyer la RCA pour la rénovation des infrastructures dédiées à la justice, comme les tribunaux et les prisons. Il est impératif que les autorités centrafricaines développent un grand plan de reconstruction et de réhabilitation des infrastructures policières, judiciaires et pénitentiaires. En ce qui concerne le défi de lutte contre l'impunité, le 24 mai 2024, les autorités centrafricaines ont acté par décret la suspension du mandat des membres de la CVJRR, englués dans une mésintelligence profonde qui l'empêche de réaliser ses missions pourtant indispensables à la lutte contre l'impunité sur le volet non juridictionnel. Un comité de sélection des candidatures pour la désignation de nouveaux commissaires est mis en place et un appel à candidature est lancé depuis le 10 juin 2024. J'appelle les autorités à veiller dans le processus de sélection au respect du principe de transparence et d'impartialité en se fondant uniquement sur les compétences, l'expertise et l'expérience des candidats et pour éviter que les mêmes causes qui ont conduit à l'échec de la précédente commission ne produisent les mêmes effets, à doter la commission d'un siège permanent et de ressources humaines, financières, logistiques appropriées pour assurer sa mission de lutte contre l'impunité et d'édification des garanties de non-récurrence. Le 30 avril 2024, la Cour pénale spéciale a révélé le mandat d'arrêt décerné le 27 février 2024 contre l'ex-président M. François Bozizé Yagouvonda pour des crimes commis entre février 2009 et mars 2013 par sa garde présidentielle
et autres services de force et de sécurité intérieure dans la prison civile et autres centres d'instruction militaire de la ville de Bossembélé. Dans un communiqué en date du 22 mai 2024, j'ai estimé qu'étant donné que le nombre d'infractions visées par le mandat d'arrêt relève des interdictions ayant le caractère de normes de jus cogens, comme les crimes contre l'humanité, il est de la responsabilité de l'Union africaine et de la CEDEAO d'exercer leur mission de bons offices auprès de son Excellence, M. Umaro Sissoko Embalo, président de la République de Guinée-Bissau, afin que l'ex-président Bozizé, qui réside actuellement dans la capitale bissau-guinéenne, soit remis à la CPS. Le Conseil de sécurité, qui a également placé l'ex-président sur sa liste de sanctions, doit œuvrer à l'exécution de ce mandat d'arrêt. J'appelle également les autorités centrafricaines à remettre à la CPS M. Hassan Bouba, actuellement ministre au sein du gouvernement, mais qui fait l'objet de procédures devant la Cour pénale spéciale. En ce qui concerne le défi de la mise en œuvre du Plan national de développement PND 2024-2028, à 6 ans de l'échéance des ODD, les capacités de la RCA à mettre en œuvre les 17 objectifs sont limitées. Le PND validé récemment offre l'opportunité pour accélérer le processus d'application, fondé sur une approche fondée sur le droit et développée suivant un procédé participatif sous l'égide du PNUD. Le PND a besoin de l'appui technique et financier conséquent de la part de la communauté internationale pour sa mise en œuvre. Les institutions financières internationales devraient centrer leur appui sur les personnes, leurs droits et leurs besoins, et non sur des conditionnalités qu'il serait irréaliste d'honorer compte tenu du contexte actuel. S'agissant de la mise en œuvre de la politique nationale des droits de l'homme et de son plan d'action 2024-2027, le décret du 6 mai 2024 portant création d'un organe de pilotage, de suivi et évaluation de la politique nationale a mis en place un comité de pilotage, un secrétariat technique et 4 groupes thématiques. Le 5 juillet, le rapport final de l'EPU, ici même au Conseil, a été adopté. Les recommandations acceptées devraient faire l'objet d'intégration de la politique nationale des droits de l'homme. Et je réitère ici mon appel aux partenaires qui se sont déjà engagés à soutenir la mise en œuvre de la politique ou qui s'apprêtent à le faire, à soutenir financièrement la réalisation de la politique qui donne une colonne vertébrale axée sur les droits de l'action gouvernementale. En ce qui concerne la gouvernance institutionnelle, l'Assemblée nationale a un rôle majeur à jouer en matière de suivi de la mise en œuvre des recommandations du mécanisme de l'EPU, des organes de traité et de l'expert indépendant, ainsi que les décisions émanant du Conseil de sécurité et du Conseil des droits de l'homme. Ces différentes commissions ont besoin de renforcement et d'appui pour mieux exercer le rôle de contrôle de l'action gouvernementale conformément à l'article 111 de la nouvelle Constitution. Le 7 mai, la MINUSCA a organisé un cadre d'échange par visioconférence entre les réseaux des parlementaires centrafricains des droits de l'homme et l'Union interparlementaire sur un outil d'auto-évaluation intitulé « Parlement et droits humains » qui est un instrument pratique d'évaluation du rôle du Parlement en matière de promotion des droits de l'homme. J'appelle l'Union interparlementaire à institutionnaliser son partenariat avec l'Assemblée nationale centrafricaine, y compris sur les renforcements des capacités concernant les questions de monitoring des droits de l'homme, de suivi de la mise en œuvre des recommandations des organes de traité de l'EPU et de l'expert indépendant, et sur l'intégration permanente dans l'agenda des sessions de l'Assemblée nationale des espaces d'échange et de dialogue entre les institutions telles que la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'Agence nationale des élections, le Conseil constitutionnel, la Haute Autorité de la bonne gouvernance, le Haut Conseil de communication, mais également les conseils municipaux qui seront mis en place à l'issue des élections locales d'octobre 2024. Du 7 au 11 juin, le Centre d'études juridiques africaines a organisé un atelier axé sur la compréhension des droits économiques, sociaux, culturels, civils et politiques et la supervision de la mise en œuvre de ces droits ayant fait l'objet de recommandations par les mécanismes internationaux et africains. Il a été insisté sur le rôle et les outils de supervision à la disposition de l'Assemblée nationale. En ce qui concerne le 10e défi, qui est relatif à la décentralisation et à la gouvernance locale, je me réjouis que le 28 mai, l'Assemblée nationale ait approuvé le code électoral révisé, posant ainsi le cadre juridique pour les élections locales d'octobre prochain. Elles constituent, ces élections, une réponse politique à la crise actuelle et les crises passées, un chemin vers la satisfaction des droits et des besoins élémentaires de la population à la base, mais également un levier pour construire les défenses de la paix et de la réconciliation à la base. Ces élections constituent également un instrument pour un rapprochement nécessaire du centre de décision politique, économique et sociale des populations pour des solutions de proximité adaptées aux défis locaux
car le leadership des élus locaux a vocation à favoriser le développement des plans de développement à la base, à mettre en place des mécanismes communautaires de gestion des affaires locales. J'appelle les institutions financières africaines et internationales à accompagner les mécanismes de la gouvernance locale pour asseoir une véritable démocratie locale porteuse de développement et d'espérance. Madame la vice-présidente, je voudrais conclure en dénonçant ici la campagne de dénigrement visant la MINUSCA. Je peux témoigner de l'investissement et de la contribution de la MINUSCA sur tous les plans, y compris militaire, social, policière, judiciaire, pénitentiaire et autres. J'appelle les autorités à apporter une réponse politique à ces actes de dénigrement et à donner les moyens de contrôle des messages de haine sur les réseaux sociaux au Conseil de la communication. Mesdames et messieurs, Madame la vice-présidente, je vous remercie pour votre aimable attention.